tous, hein. Moi, c'est Lémi. Je fais partie de la plateforme Caribou Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'information qui est plus centrée sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et donc, c'est une plateforme dans laquelle on valorise la culture de la communauté afro-caribéenne à Montréal. Et aussi, on touche aussi un peu au sujet économique. Donc, en gros, on partage des informations qui touchent tout ce qui est culturel et économique. Depuis 2017, on a commencé des événements sur les empires africains. On a fait des retours, ce qu'on a appelé le retour aux pyramides. Donc, on a parlé un peu du passé, on a parlé du vrai passé, le passé qui a fait de nous ce qu'on a toujours été. En 2017, est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Parce que là, j'espère que je ne parle pas non plus tout seul. En tout cas, s'il y a des gens rentrés, hein, dites-nous d'où vous venez, dites-nous si vous nous entendez bien. J'espère que c'est clair. Donc, c'est ça. Donc, on a fait nos événements sur les retours aux pyramides. Là, maintenant, on a un nouveau concept, retour à la terre-mère. C'est-à-dire que on a des conversations. Ça, c'est depuis le confinement qu'on a commencé. On a des conversations avec des personnes qui sont de Montréal, en tout cas qui habitent à Montréal, et qui ont décidé de faire un retour en Afrique, soit un retour temporaire ou un retour définitif. On a commencé avec Samuel Laguerre, qui a fait son voyage au Bénin pendant 3 mois et qui nous a un peu expliqué son aventure. Et ce soir, on aura Micha. Micha, donc, qui est la présidente de Une chance de vivre, un organisme qu'elle va nous détailler. Enfin, en tout cas, elle va nous détailler ce qu'ils font. Mais, je vois qu'on a Dem Kaba qui nous dit que le son est clair. Merci, Dem. Dem, toujours présent, ça fait plaisir. Et donc, c'est ça, elle va nous détailler. Aujourd'hui, vraiment, on va parler avec quelqu'un vraiment qui je trouve très intéressante parce que c'est une personne qui habite à Montréal et qui a décidé vraiment de faire un retour, mais surtout un retour dans lequel elle aide les, 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 les nouveau-nés. Et donc, c'est ça. On va parler de son parcours. On va le faire en deux parties. La première partie, on va parler d'abord de comment est-ce que l'idée est venue, du moment où elle a eu l'idée jusqu'à aujourd'hui. Et puis, deuxième partie, quelles sont les réalités, les challenges qu'elle a au quotidien de faire ça. Mais en tout cas, si je vous dirais pourquoi est-ce qu'on fait aussi cet événement-là, peut-être déjà de un, parce que le projet est magnifique. Et c'est parce que en ayant parlé avec elle, il y a aussi des réalités auxquelles ils font face et qui appellent quand même à une aide. C'est pour ça que je dis toujours qu'il y a deux camps, en fait. Il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui font et le camp des gens qui supportent. Donc, il faut vraiment choisir son camp. Donc, quand une personne fait, il faut qu'on la supporte. C'est pour ça que ce soir aussi, ça va être un appel aux dons pour pouvoir aider. Et ça va pas seulement être des dons monétaires, même si le principal, c'est le don monétaire, parce que, comme disait je ne sais plus quel philosophe, le vrai vote, c'est le dollar. Donc, ça, c'est ce qui va beaucoup aider l'organisme, mais aussi tout ce qui est bénévole, tout ce qui est expertise, toutes les personnes qui peuvent aider, en tout cas, vraiment une chance de vivre à vraiment une panoplie dans laquelle vous pourrez aider et faire en sorte que vous sauverez des vies comme ils le font tous les jours. Donc j'étais un peu long. J'aimerais juste voir si Mayamba toujours présent, hein, directeur d'Ela Jumbo, école de langue africaine, qui est aussi présent. Donc je vois que ça commence à se remplir, tout doucement, tout doucement. Micha, ça va? J'ai beaucoup parlé, hein? Oui, oui, ça va. Parce que j'essaye de voir un peu, de laisser un peu quelques temps avant que les gens rentrent, avant qu'on commence. Mais bon, comme l'heure, c'est l'heure, hein, Caribou Montréal, on aime bien être à l'heure. Donc, je vais te demander déjà, est-ce que ça va? Oui, ça va bien, merci. Ça va bien? Est-ce que tu pourrais te présenter ou est-ce que je t'ai déjà un peu présenté? Ok. Je m'appelle Micha. Je Mhm. suis infirmière de soins intensifs néonatales et je suis d'origine du Congo, de la République démocratique du Congo. Et j'habite à Montréal depuis 6 ans maintenant. Ok, ok. Non, on va en parler, on va en parler. Donc aujourd'hui, on a un anniversaire, en tout cas, tu as un anniversaire que tu fêtes. C'est Ouais, 3 ans de l'organisme Une chance de vivre. Donc c'est ouais. de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc on va commencer. J'aimerais vraiment, pour commencer, que on aille au début, donc vraiment à la genèse de comment est-ce que cette idée t'est venue. Donc toi, tu viens de France, tu as dit, Ok, et oui, ça fait depuis 2015-2014 que tu es au 2014. Canada. Ouais. Ok. Donc voilà. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que l'idée a germé?
Ok. Donc, comme je l'ai dit, je suis originaire de la République démocratique du Congo, mais je suis née en France. Et la première fois que je suis allée à Kinshasa, j'avais 9 ans. Je venais tout juste d'avoir 9 ans. Et ça a été un des plus bels étés de ma vie. Au point que quand on est rentré en France, j'avais jamais été aussi triste. Je pense que c'était une des premières fois où je testais vraiment la tristesse. Et dans le retour dans l'avion, je me suis dit, quand je serai plus grande, je vais revenir au Congo et je vais revenir pour aider mes cousins et mes cousines pauvres. Tu sais, à la base, je suis ici d'un milieu modeste, mais tu sais, pendant ce voyage au Congo, tu sais, j'avais clairement vu qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus modestes que moi et qui avaient vraiment besoin d'aide. Après, à ce moment-là, tu sais, j'avais 9 ans, donc j'avais pas vraiment d'idée fixe, tu vois. Je savais juste qu'un jour, j'allais retourner au Congo, puis j'allais aider mes cousins et mes cousines pauvres. J'avais juste ça dans la tête. En grandissant, j'allais choisir un métier. J'avais pas vraiment d'idée concrète. Donc, ma mère, elle m'a poussée, en fait, à faire des études d'infirmière. Mhm. Donc, j'ai accepté. Et finalement, c'était pas une mauvaise idée. Et en fait, dans mon parcours, en m'orientant dans mes études d'infirmière, j'ai eu un gros coup de cœur pour tout ce qui était santé de la mère et de l'enfant. Et donc là, c'était plus clair dans mon esprit. Je me disais, OK, enfin, c'est sûr que dès que j'ai la possibilité, je vais mettre en place quelque chose pour la santé de la mère et de l'enfant au Congo. Et en plus, j'entendais souvent ma mère, mes tantes dire à chaque fois que donner la vie, c'était pas un jeu. Tu sais, tu pouvais donner ta vie et tu pouvais perdre la sienne. Mhm. Et avec le recul, en fait, je comprenais que elles avaient vu beaucoup, genre, de leurs voisines, de leurs sœurs, de leurs cousines décédées, en fait, des suites d'un accouchement au Congo par faute de prise en charge ou des enfants décédés par faute de prise en charge. Donc, tu sais, ça devenait de plus en plus clair dans mon esprit. Mais c'est sûr que plus tu grandis, plus tu trouves des excuses pour pas accomplir ce que tu avais dit. Donc, tu as toujours l'excuse de l'argent, l'excuse du temps, l'excuse de je sais pas comment faire, etc., etc. Mhm. Finalement, en 2015, je suis allée au Congo pour une visite familiale et j'en avais profité. En fait, j'avais fait une collecte de matériel avec une de mes collègues qui s'appelle Stéphanie. Et je me suis dit que j'allais le déposer dans un des hôpitaux pédiatriques de la ville à Kinshasa, que je connaissais déjà, avec qui j'avais déjà quelques contacts. Et, euh, et peut-être être le début de quelque chose. Puis finalement, quand je suis allée pour déposer le matériel, je me suis dit, tu sais quoi, ça va jamais marcher. Je me dis, je vais juste abandonner cette idée. En fait, parce que maintenant, j'avais de l'expérience dans le milieu de la néonatologie. Attends, excuse-moi, Micha. Donc, tu dis que déjà à 9 ans, tu savais déjà que tu avais l'idée Ouais, de faire quelque chose pour le Congo. Donc, ça, cette ouais, idée-là est restée. ouais, Tu as fait tes études d'infirmière en sachant que tu devais tenir cette promesse ou est-ce que ouais, tu l'as, ouais. Donc, tu non, continuais ok, à avoir l'idée. ouais, Donc, quand tu es parti en 2015 en offrant donc ce que tu devais offrir, ouais. tu avais toujours l'idée de, je vais voir qu'est-ce qu'il y a possibilité de Je vais faire. faire, voilà. Ok, Mais je ok. ne pensais pas aussi gros tout de suite. Je me disais juste, je vais voir qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire. Donc là, je suis partie pour déposer le matériel dans cet hôpital. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait pas marcher parce que maintenant, j'avais de l'expérience en tant qu'infirmière de soins intensifs néonatal. Donc, c'était facile pour moi enfin, facile, ça fait un peu prétentieux. En tout cas, c'était plus facile pour moi de repérer ce qui pouvait marcher, ce qui pouvait pas marcher. Et là, clairement, je me suis dit que ça allait pas marcher parce que il demandait du matériel hyper sophistiqué, alors que la base des soins, elle n'était pas acquise. Mais qu'est-ce qui allait marcher? Excuse-moi, parce que tu dis qu'est-ce que ça allait marcher. Le Qu'est-ce qui allait partenariat, marcher? un futur partenariat, ça n'allait pas fonctionner. C'est pour les aider, genre à, entre guillemets, genre améliorer leur unité, ça aurait pas fonctionné. Parce que on n'avait pas la même vision des choses, je pense. Et aussi, comme je dis, ils demandaient des choses, du matériel hyper compliqué, alors que la base nécessaire qui pouvait déjà faire une grosse différence dans la prise en charge des enfants, elle n'était pas faite ou elle n'était pas acquise. Donc, je me suis juste dit, c'est difficile de travailler avec une équipe qui est déjà en place, qui a déjà plus ou moins des mauvaises habitudes, si je peux dire, et de venir changer ça. Donc, je me suis juste dit, c'est quoi, je vais juste laisser tomber cette idée et je vais passer à autre chose. Mais finalement, Mhm. une de mes connaissances, elle a vraiment beaucoup insisté, beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté pour que j'aille visiter un autre hôpital de la ville et il me restait encore du matériel à donner. Donc j'ai fini par céder. Je dois avouer qu'au début, je ne voulais pas y aller parce que c'était une commune qui était un peu excentrée, semi-rurale
et j'en avais pas forcément des bons échos. Donc, j'étais un peu réticente. Commune de Et- Kinshasa, c'est ça? ouais, de Kinshasa. Mais j'ai fini par céder, puis on y est allé. Donc là, j'ai rencontré le personnel de l'hôpital. On m'a fait visiter l'hôpital. En fait, c'était un hôpital général. Ils avaient un service de maternité, un service de pédiatrie, mais ils n'avaient pas d'unité néonatale. Donc, ça voulait dire à ce moment-là que à chaque fois qu'une maman accouchait d'un nouveau-né malade ou d'un nouveau-né prématuré, en fait, la famille devait partir en transport en commun dans un autre hôpital avec l'enfant. Et là, en fait, quand il partait de l'hôpital d'origine, il n'avait pas de nouvelles de ce qu'était devenu l'enfant. Donc, personne ne savait si l'enfant était arrivé à destination, s'il était encore vivant. Et on ne savait même pas si les parents avaient eu l'argent pour pouvoir payer un taxi pour aller dans l'autre hôpital. Et Ok. je me disais, déjà là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment on peut laisser partir un nouveau-né malade ou un nouveau-né prématuré en transport en commun ou en mobilette? On joue sa vie, tu vois. Parce qu'ici, si quand c'est un bébé prématuré naît, on le descend au deuxième étage, enfin on le monte ou on le descend à un Ouais, étage, c'est tout. Et là, ouais, c'est il y a sûr. combien de kilomètres entre les deux? Ok, entre- donc l'hôpital le plus proche de l'hôpital avec lequel on travaille, si tu te débrouilles bien, si tu te débrouilles bien avec les embouteillages normaux sans qu'il pleuve, t'en as pour une trentaine de minutes. Mais Donc, il les faut, 30 minutes, donc la personne qui a accouché de son enfant voilà. prématuré devait aller faire 30 minutes. Oui, mais il Ok. faut déjà que tu aies trouvé ton taxi, il faut qu'il pleuve pas, il faut que tu arrives aussi à l'hôpital. On sait aussi comment ça se passe en Afrique. Des fois, il y a des choses qui vont ralentir, genre les procédures. Donc tout ça, ça mettait la vie des enfants en danger. Donc une fois qu'ils ont fini de me faire visiter, donc là, ils me disent, ben voilà, tu as vu notre hôpital. Comme tu as pu le constater, on n'a pas d'unité de soins néonatales. Nous, on aimerait que tu nous aides en fait à ouvrir une unité de soins néonatales. Alors là, j'ai été genre surprise. J'ai commencé par regarder derrière moi pour vérifier s'il n'y avait pas quelqu'un derrière moi à qui il parlait. En fait, c'était bien à moi qui parlait. Donc ça m'a un peu sonné. J'ai juste dit que j'allais prendre le temps d'y réfléchir. Le soir, je suis rentrée dans la maison familiale. J'en ai parlé un peu avec la famille. Et en fait, ils m'ont demandé c'est quoi qui me faisait peur. Je dis ouais, mais parce que j'ai jamais fait un truc comme ça et je connais personne, tu vois, je connais personne, puis je sais même pas par quoi commencer. Et là, ils Mais m'ont tu juste avais quand même cette envie, quoi. ouais, L'envie j'avais quand était même là, cette mais il y envie, avait la mais, peur. ouais, mais j'avais, c'est toujours tes peurs qui te font barrière, tu vois. Ouais. Donc là, ils m'ont dit, écoute, toi, tu dis toujours que tant qu'on va s'obstiner en Afrique à vouloir faire comme en Occident, ça va jamais marcher. Qu'il faut toujours trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Là, tu as l'opportunité, genre, de prouver ton point, tu vois. Saute sur l'occasion. Puis ici, aujourd'hui, tu nous dis que tu connais personne, tu sais pas ceci, tu sais pas cela, mais nous, ici, on connaît des gens, on a des contacts qui vont pouvoir t'aider, tu vois. Puis tu sais que si tu décides de te lancer, on va te soutenir, en fait, dans ça. Donc, je me suis dit, OK, d'accord. Donc déjà, j'ai plus vraiment d'excuses, tu vois, mais je voulais quand même être sûre. Donc, je suis retournée dans l'hôpital et là, en fait, j'ai regardé l'équipe travailler euh, en pédiatrie. Donc, en fait, comment le service d'urgence il est fait? C'est un enfant par lit avec sa maman en accompagnant. Maintenant, quand le service il déborde, tu as jusqu'à deux, trois enfants par lit avec leur maman dans les lits. Et en fait, c'était pendant la saison des pluies. Donc, l'unité, elle était pleine. Le courant, il avait coupé dans l'hôpital. Donc, il n'y avait pas de courant dans l'unité. Et tellement l'unité, elle était pleine, tu avais des mamans avec leurs enfants qui débordaient dans le couloir. Waouh. Mais attends, Donc, ça, c'est les enfants prématurés, ça? non, ça, c'était de la pédiatrie. Donc, c'était mélangé. Ok. C'était mélangé genre des Qui- nouveau-nés des femmes qui prématurés. viennent d'accoucher, quoi. Ouais, il y avait vraiment de tout. Donc, tu avais tout ça réuni. Donc là, tu avais des enfants qui convulsaient, des mamans qui pleuraient, des enfants qui pleuraient. Et dans tout ce chaos, que moi j'appelais chaos, excusez-moi, je les voyais travailler et manager tout ça. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a touchée, c'est que il y avait un enfant qui avait besoin d'oxygène. Il faut savoir qu'en fait, le coût de l'oxygène, c'est un coût à l'heure. Et le médecin, quand il a fait la prescription médicale, il a dit à l'infirmière, mets à l'enfant pour, je ne sais plus, 4 heures d'oxygène, mais sur la prescription, je vais marquer que 2 heures.
si on leur facture 4 heures, ils vont pas pouvoir assumer la suite des coûts des soins. Ça m'a touchée. Le fait que, genre, ils prennent en considération la population avec laquelle ils travaillaient et que, genre, ils fassent cet effort-là, ça m'a touchée. Après, comme je le dis à chaque fois, tout n'était pas parfait. Il y a plein de choses que j'aurais voulu changer et qui me dérangeaient un petit peu, mais juste ça m'a vraiment touchée. Puis ça m'a montré, genre, l'implication qu'ils avaient pour leurs patients, pour leur population, et ils savaient à qui ils avaient affaire. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, let's go, là, j'ai plus d'excuses. Et genre, il faut vraiment que ce soit nous tous ensemble. Puis là Ça où t'a décidé. ouais, ça m'a décidé, et là aussi où c'était une belle opportunité professionnelle pour nous, c'est que, en fait, comme il n'y avait pas d'unité néonatale, on allait reprendre tout de la base. Donc, on allait pouvoir construire quelque chose. Enfin, c'était comme vraiment un projet participatif. On allait pouvoir construire quelque chose pour eux et avec eux. Donc, ça me motivait vraiment. Donc, une fois que j'ai pris ma décision, donc je suis rentrée au Canada. Donc là, j'ai commencé à en discuter d'abord avec Stéphanie, une de mes premières collègues. Pendant que moi, j'étais au Congo à ce moment-là, elle était en Inde. En fait, il faut savoir qu'elle a un master en santé mondiale et qu'on travaillait déjà dans la même unité de néonatale. Et en plus de ça, c'était une amie. Donc, elle m'a dit, let's go, on y va. Mais avant de partir, est-ce que tu leur avais déjà parlé que tu vas voir s'il y a possibilité ou tu leur avais rien dit? J'en avais parlé vite fait à Stéphanie, mais sans vraiment rentrer dans les détails. Ok. Et une fois à Kinshasa, je lui avais juste envoyé un message en lui disant, au retour, il faudra que je te parle. Mais Hmm. je lui avais pas vraiment, je pense qu'elle se doutait un peu, mais je pense qu'elle s'en doutait un petit peu, mais j'avais pas vraiment été très explicite. Ok, ok. Mais elle m'a dit, oui, let's go, on le fait. Et j'en ai parlé à une autre de mes collègues qui s'appelle Mariam. Mariam aussi, on était collègues, amis, on travaillait ensemble au soins intensifs néonatal. Mariam, elle vient d'Iran. Et Mariam, elle avait un master en soins intensifs néonatal. Et ma troisième collègue, c'était Cynthia. Donc Cynthia, on avait travaillé ensemble dans un autre hôpital. Et elle m'avait toujours entendu dire que oui, un jour, moi, je vais retourner au Congo, je vais faire quelque chose, etc., etc. Donc pour elle, c'était comme logique aussi. Puis quand on parlait de chance, quand on parlait du projet, c'était comme son projet. Hmm. Elle a tout de suite embarqué dedans. Donc à nous quatre, on s'est lancé comme ça. Donc là, on n'avait pas vraiment idée de ce qu'on faisait. Je pense qu'on n'avait pas vraiment d'idée de ce qu'on faisait, d'où il fallait se diriger. Là, on est en 2015, hein? Ouais, on est en 2015. C'était fin novembre 2015. Mhm. Et début 2016, on a commencé les papiers. Donc, il nous fallait d'abord des chiffres pour pouvoir prouver notre point. Donc, il a fallu qu'on fasse plein de recherches de chiffres sur le Congo, sur la commune, sur les unités néonatales à Kinshasa, etc., etc. Et il a fallu qu'on bâtisse le projet. Et ça nous permettait aussi d'y voir clair et de savoir comment on allait y aller étape par étape et aussi d'avoir un cadre en fait. Donc on a commencé par être OSBL. Donc là, c'était comme monter une entreprise. Pour nous, c'était quelque chose d'assez particulier parce qu'on est technicienne de soins, on n'a pas l'habitude de ça. Ouais. Et très vite, on s'est rendu compte que si on voulait avoir plus de crédibilité et pouvoir avoir des dons, il fallait qu'on ait ce qu'on appelle ici un titre de bienfaisance. Donc là, on s'est comme lancé dans les démarches pour les titres de bienfaisance, mais je pense que aucune de nous n'avait mesuré genre le travail L'ampleur. que ça prenait, la portée que c'était, et au point que c'était tellement difficile qu'on est parti chez un avocat pour prendre des conseils. Et pour être honnête, c'est la première fois de ma vie que je me mettais les pieds chez un avocat. Mais attends, donc, en étant ESBL, c'était beaucoup plus facile, mais quand vous vouliez passer maintenant de manière organisme de bienfaisance, c'est Ouais. là que ça commençait à être C'était plus compliqué. particulier. Mais en même temps, c'était un bon challenge parce que ça nous permettait de voir si, ça nous permettait de voir si le projet il était vraiment viable et si genre on pouvait soumettre pour des aides auprès d'organismes gouvernementaux ou des organismes privés. C'était comme un premier test pour nous. Est-ce que Ok, notre projet il est vraiment solide au point que le gouvernement du Canada il va nous donner ce titre? Donc, tu sais, ok. c'était comme un mini-test. Donc finalement, on a vraiment travaillé dur, vraiment, vraiment travaillé dur, tout ça. Puis on a eu le titre de bienfaisance. Donc là, on était genre super contents, tout ça. Et à partir de là, on a pu commencer notre travail. Attends, donc là, tu m'as dit on était en fin novembre quand tu as dit OK, let's go, on y va, Ouais, tu en parles à tes collègues. ouais, fin Maintenant, novembre vous êtes passé OSBL, ouais. 2015. OSBL en 2016, octobre 2016, OSBL.
Et Ouais. le titre de bienfaisance, on l'a eu en novembre 2017. Un an après, quoi. Ouais, Un an après que vous soyez ouais, ESBL. ouais. D'accord, d'accord. Ouais. Mais maintenant, au Congo, ça se passait comment? Puisque bon, vous avez fait, t'as fait une promesse que oui, je vais Ok. revenir pour l'unité. Là, maintenant, entre-temps, pendant que vous étiez en train justement de légaliser les choses, est-ce Ouais. qu'il y avait quelque chose qui se faisait entre-temps? Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà au Congo, il y avait les élections qui avaient été annulées. Donc, tu sais, Oui, voilà, 2016. la situation politique, elle n'était pas non plus très stable à Kinshasa. C'était un peu bancal. OK. Donc, il y avait eu des manifestations en début d'année, mais en 2017, parce qu'il fallait quand même que l'unité de soins elle colle à la réalité du milieu, tout en élevant le niveau de soins. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Une fois qu'on a été au SBL et qu'on a eu un cadre sérieux, c'est là qu'on a approché notre médecin, parce qu'on voulait quand même montrer qu'on était sérieuse et qu'on avait un cadre sérieux. C'est là qu'on a approché notre médecin, docteur Baumier. Donc là, on a OK. choisi docteur Baumier parce que on n'était que des femmes, on était 4 femmes, on était jeunes. Et vouloir ou pas, le Congo, ça reste un pays africain, traditionnel. Il nous fallait quand même un homme dans l'équipe et un OK. homme quand même c'est un homme d'un certain âge et OK. qui parlait français. Et aussi qui était assez dégourdi pour que quand on lui dise qu'on va aller au Congo, il ne prenne pas peur. OK. 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 Donc, c'est comme ça qu'on a approché Dr Bomi, qui a tout de suite embarqué dans le projet. Donc, en 2017, on est allé à Kinshasa avec Dr Bomi et on a fait le tour de pas mal d'hôpitaux. Juste un petit instant. Juste un petit instant. C'est les, c'est les aléas du direct. Ce sera pas long.